Aujourd'hui, c'est la journée internationale des troubles de conduite alimentaire. Quels sont les signaux d'appel chez un adolescent? Quelles mesures prendre en tant que parent face à ces signaux? Faisons le tour de la question en partageant expériences et conseils aujourd'hui avec nos experts. Donc bonjour, je me présente, donc Julien Leclerc, je suis éducateur spécialisé en maison des adolescents, plus précisément à la maison des ados d'Amiens. Et aujourd'hui, en fait, nous souhaitions, à travers ce podcast, partager notre perception du parcours des jeunes qui souffrent de TCA, mais aussi de leur famille, en s'appuyant sur l'expertise du docteur Boudaillé, qui est médecin d'adolescents, et du docteur Mille, qui est pédopsychiatre. Alors moi, j'aurais aimé partir de mon expérience en tant que professionnel qu'on pourrait qualifier de première ligne, puisque j'accueille en première intention des adolescents et leurs parents. Et en fait, ce qui me frappe, c'est souvent que quand on accompagne les parents d'enfants qui souffrent de TCA, on remarque que dans un premier temps, les parents n'ont pas forcément toujours compris ce qui est en train de se passer. Ils sont mal à l'aise avec ce qui est en train de se passer parce qu'ils observent à la fois qu'il y a un changement de comportement de leur adolescent, mais ils ne savent pas mettre de mots sur ce qui est en train de se passer. Et souvent, ils rattachent ça un peu à ce qu'on pourrait appeler, alors plus largement que la crise d'ado, un caprice d'ado. Et pourtant, la réalité, c'est que ces parents, ils vont vite se rendre compte que petit à petit, le poids il va devenir de plus en plus une obsession pour leur adolescent. La réduction alimentaire va devenir de plus en plus forte. Et du coup, ça va provoquer dans la famille des réelles tensions. Il faut savoir que les familles sont réellement mises à l'épreuve par ces parcours et que souvent les parents vont renvoyer que très vite les repas ils vont devenir un enfer, le dialogue va devenir impossible avec leur adolescent. On sent que les parents petit à petit vont avoir aussi ce sentiment d'être dupés, c'est un mot qui revient par leur ado, qui use de stratégies, qui essaie de ruser pour restreindre son alimentation, enfin voilà. Et souvent on peut entendre des parents des inquiétudes. Je pense notamment à cette fameuse question, est-ce qu'elle se fait vomir après les repas? C'est des questions qui nous sont souvent adressées. Ou on ne comprend pas, tout se passait si bien, mais qu'est-ce qui a pu se passer? C'était une élève modèle. Voilà, en tout cas, je pense que moi, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que ça met réellement les familles en difficulté. Ça laisse place à une tension, à une conflictualité qui est très présente. Et puis, ça donne ce sentiment qu'il y a un bras de fer qui s'installe. Un bras de fer entre les ados et leurs parents, où plus les parents, finalement, ils vont faire remarquer à leurs adolescents l'amaigrissement, leur inquiétude, et plus leur ado, à contrario, il va se convaincre de l'inverse. Il va se trouver de plus en plus gros, toujours trop gros, comme si c'était une éternelle insatisfaction. Les parents, ils sont souvent dans un sentiment d'impasse, ils sont partagés, à la fois par un sentiment d'impuissance, de culpabilité, ils cherchent des réponses, ils cherchent à comprendre ce qui se passe, et je pense que c'est là aussi notre rôle de professionnels, que de les accompagner dans toutes ces phases qu'ils traversent. Et si je m'appuie sur ma pratique professionnelle, il y a une question sur laquelle j'aimerais revenir et que j'aimerais adresser au docteur Boudaillé, c'est que trop souvent on a le sentiment qu'on arrive trop tard dans les situations. Et que parfois on peut effectivement, même nous les professionnels, avoir le sentiment que oui, peut-être cet ado essaie de prendre soin de son corps, il est dans un régime passager. Or, parfois ces ados sont déjà dans des réelles conduites à risque. Alors, ma question c'est celle-ci, à quel moment, docteur Boudaillé, on peut parler réellement de troubles des conduites alimentaires? Oui, c'est vraiment la question et probablement aussi l'enjeu de cette journée de sensibiliser les uns les autres sur ces troubles des conduites alimentaires, tant il est vrai qu'elles s'installent parfois doucement dans le paysage et qu'on pourrait imaginer un caprice d'ado ou un peu une foucade sur un régime. Pour faire très simple, pour parler de conduite alimentaire, le questionnaire de SCOF, SCO2F, me paraît résumer assez bien à partir de quand on peut parler de TCA réellement. Et les questions sont les suivantes. Se fait-elle vomir parce qu'elle est persuadée d'avoir trop mangé? S'inquiète-t-elle de perdre le contrôle de ce qu'elle mange? A-t-elle perdu plus de 6 kilos dans les 3 derniers mois? Est-elle convaincue d'être grosse alors que vous leur voyez qu'elle est mince? Les questions de nourriture envahissent-elles massivement son champ de pensée? Si à ces questions de réponses positives, il faut vraiment se mobiliser pour accompagner la question et ne pas banaliser. Alors, mettons aussi bien clair, il existe plusieurs variétés de troubles des conduites alimentaires. D'abord, vous avez vu, je décline au féminin parce qu'effectivement, 9 fois sur 10, ce sont les filles, mais pas toujours. Et deuxièmement, à côté de l'anorexie mentale typique, qu'on appelle un peu restrictive, il existe d'autres formes qui sont des conduites alimentaires, qui sont la boulimie et qui sont
l'hyperphagie boulimique. Alors, à côté de ces symptômes, il y a 2 points qui troublent considérablement et qui peuvent être d'ailleurs finalement l'occasion d'être un peu promené par son ado. Le premier point, c'est le déni. C'est-à-dire que l'adolescente va vous dire, circuler, il y a vraiment... Il n'y a rien à voir, je vais bien, et en fait, c'est que je suis un peu trop enveloppé et je prends les moyens de régler ce que moi je perçois. Donc ce déni est très troublant. Et l'autre point, c'est effectivement cette perception d'avoir un corps trop gros alors même que tout le monde lui renvoie qu'elle est mince. Donc là, je vais passer la parole au professeur Christian Mille, pédopsychiatre, qui peut nous éclairer sur ces aspects qui déroutent tellement et qui sont des retards par rapport à prendre à bras-le-corps cette question sans se laisser embarquer dans des choses qui vont s'organiser et seront plus difficilement accessibles à des mesures de traitement. Alors, il m'importe d'insister sur le fait qu'il s'agit bien d'une restriction alimentaire volontaire. Alors, mais ça s'accompagne souvent d'un intérêt paradoxal pour l'alimentation. Et alors, ce qu'on peut appeler un déni, c'est au fond un refus de prendre en compte les conséquences de cet amaigrissement qui, au contraire, les arrange. Donc les patientes, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles se sentent obligées de prendre des précautions face à un corps qui aurait une tendance spontanée donc à grossir, à accumuler de la graisse. Or, la restriction alimentaire, c'est un aspect très important, mais qui vient s'inscrire dans des aspects plus larges, et en particulier, les adolescentes cherchent à soutenir un idéal de perfection pratiquement dans tous les domaines. Donc, leur implacable volonté cherche à s'exercer sur l'ensemble de leurs activités. Elles tentent en quelque sorte d'obtenir une parfaite maîtrise de leur corps sur tous les plans. Au point qu'on a parfois l'impression qu'il s'agit d'une forme d'auto-maltraitance. Elles font preuve de la même intransigeance sur le plan intellectuel, en particulier par rapport à un acharnement au plan du travail scolaire. Alors ces jeunes filles, qui jusqu'alors faisaient preuve d'une assez grande docilité, qui restent dans le souci de répondre aux attentes de leur entourage, se montrent complètement inflexibles quand il s'agit de les inciter à manger plus. Et donc, elles se montrent en même temps indifférentes, a priori, les parents sont tout à fait stupéfaits de voir que quelles que soient leurs supplications, leurs menaces, eh bien, elles ne peuvent pas changer de position. Donc cet enfant sage, exemplaire, qui leur donnait une image flatteuse de leur principe éducatif, vient maintenant les mettre vraiment en difficulté. On comprend en même temps cet aveuglement de départ, puisqu'il s'agissait d'une jeune fille sans problème, et puis de cette panique qui peut les prendre secondairement. Dans la mesure où en fait elle les soumet à une sorte d'injonction paradoxale. Elle leur dit, elle leur répète, on l'a dit, tout va très bien, alors même qu'ils sont confrontés à un corps décharné, qu'il semble très important de soutenir immédiatement. Alors sur le plan psychologique, on peut comprendre l'anorexie mentale en particulier comme une sorte de réorganisation singulière de la personnalité chez une jeune fille chez laquelle les fragilités, en particulier sur le plan d'estime d'elle-même, étaient jusqu'alors peu apparentes. C'est au fond face aux transformations de la puberté que là quelque chose se joue pour elle, comme si ce corps de jeune fille faisait figure d'intrus, comme si elle ne pouvait pas faire place à ces transformations qui pour elle sont vraiment insupportables. L'angoisse est toujours présente. Elles ont aussi un sentiment de dévalorisation, des autoreproches qui sont lancinants. Et elles semblent, à leurs propres yeux, n'avoir aucune qualité. Alors ultérieurement,
c'est ça qui peut être très éprouvant pour l'entourage, c'est que ces jeunes filles ont l'impression de vivre dans un cercle fermé. La seule chose qui compte pour elles, c'est de repenser à ce qu'elles ont mangé au repas précédent, et puis de voir ce qu'elles vont s'autoriser à manger au repas suivant. Donc cette conduite pathologique a une propension à s'auto-renforcer, et de fait le sujet semble perdre toute possibilité de liberté par rapport à cette contrainte à laquelle elle est soumise. Donc on peut penser que l'anorexie, le montage anorexique fonctionne comme un piège. Donc les patientes, par leur amaigrissement, parviennent en quelque sorte à mettre un frein au développement pubertaire et donc à arrêter le cours du temps tant elles sont effrayées d'être confrontées aux enjeux du monde adulte. Dans les groupes d'anorexiques, ce qu'on rencontre très souvent, c'est un accrochage nostalgique à l'enfance, une crainte de l'avenir, un vécu très profond de vulnérabilité relationnelle. Alors, aussi bien dans le plan familial, mais surtout dans les relations avec les camarades et voire aussi dans les relations amoureuses. On a aussi une interrogation insistante sur ce qu'il en est de leur propre désir. Elles ont l'impression de ne pas avoir de désir personnel, pas de passion, quand elles se comparent aux autres. Ce n'est qu'à certains moments qu'elles reconnaissent de manière très subtile comment elles récupèrent un peu de pouvoir grâce à l'inflexibilité de leur conduite anorexique. Donc on voit comment, finalement, une fois que le processus est engagé, il y a là quelque chose d'inéluctable et combien il est nécessaire de prendre ça en compte, de prendre ça au sérieux. Et donc les professionnels qui peuvent être interpellés ne peuvent sûrement pas être seuls. Et donc il importe que là, les psychologues, les psychiatres qui vont rencontrer cette adolescente aient la précaution d'établir un contrat avec l'aide d'un collègue somaticien. Et là, je redonne la parole à mon collègue, le professeur Boudelier. Donc là, ce sera un peu les mots de la conclusion. Au terme de cet entretien, c'est l'importance de pouvoir comprendre dès le départ les signes qui font souci, donc d'aller chercher de l'aide aux médecins traitants, aux pédiatres, ou d'aller rencontrer des accueillants dans une maison des adolescents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour vous, parents, ce qui est le plus déstabilisant, c'est cette incertitude qui est difficile à porter. Il faut comprendre la nécessité de s'engager dans la durée et d'apprendre finalement une nouvelle façon d'être parent, par essai et erreur dans nos efforts, dans vos efforts de décrypter, anticiper, supporter et assumer cet état. Je pense aussi, si je pouvais ajouter, que les maisons des ados sont aussi des lieux de repérage. Ce sont des lieux qui sont ouverts dans la cité, la condition requise pour venir dans une maison des adolescents, c'est avant tout d'être adolescent. Et je pense que à partir du moment où un parent est en questionnement, un ado est en questionnement, il ne faut pas hésiter à venir aborder ces questions-là en maison des ados, parce que je pense que c'est aussi des lieux de repérage précoce des difficultés que peuvent rencontrer les adolescents, et qui plus est dans les troubles des conduites alimentaires. Et que trop souvent, on entend que des jeunes se retrouvent dans un passage aux urgences, dans quelque chose de très compliqué, et du coup, moi je me dis toujours, peut-être on aurait pu être un peu plus en amont. Et vraiment, les structures telles que les maisons des ados sont des lieux de prévention. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et c'est aussi des lieux qui englobent plusieurs professionnels dans plusieurs champs de compétences. Et que moi, si j'avais un message à passer aux parents, mais aussi aux professionnels qui accompagnent ces adolescents, c'est que s'ils sont en doute, qu'ils n'hésitent pas à pousser la porte.
Voilà, et je pense que cette intervention rentre tout à fait dans le cadre de cette journée internationale qui concerne les TCA.